Bonsoir à tous, jeudi 17 novembre 2011. Dans le journal ce soir, l'affaire Boutiton aux assises depuis lundi. L'un des accusés du meurtre de la compagne de Jean-Claude Boutiton à l'été 2003 est présent dans le box au palais de justice de Troyes. Il doit répondre de complicité de tentative de meurtre. Le verdict sera rendu ce soir. 16 ans ont été requis contre lui. Compte rendu d'audience dans un instant. Dans le Pays d'Hôte, où les résidences secondaires sont nombreuses, une loi sur la taxation des plus-values immobilières pourrait accélérer la vente de maisons en février. La loi exigera d'attendre 30 ans pour ne pas être imposé sur le bénéfice. Enquête auprès des professionnels. Un sac à main en parpaing, des bijoux qui se désintègrent ou encore une paire de tongs en éponge. Ces objets sont bien réels, tout droit sortis de l'imagination des anciens élèves de l'école de design de Troyes. Une exposition de leur travail très créatif est à voir en ce moment. On verra ça tout à l'heure. Au 4e jour du procès de l'affaire Boutiton aux assises de Troyes, voici venu le temps des plaidoiries et du réquisitoire de l'avocat général pour juger Ramazan Aklan, 26 ans aujourd'hui. Il est accusé d'avoir participé le 27 juillet 2003 à un cambriolage qui a tourné au meurtre sordide, celui d'une jeune femme de 33 ans, la compagne de Jean-Claude Boutiton, un homme d'affaires habitant Montolin, au sud de Troyes, lui-même sauvagement agressé. Compte rendu d'audience, Damien Ardois. C'est le procès de l'absent. Contrairement aux 5 autres déjà condamnés dans cette affaire, Ramazan Aklan n'était pas présent lors des procès de 2006 et 2007. Il avait fui en Turquie. Retrouvé en 2010, il a répondu de ses actes pendant 3 jours. Pour Jean-Claude Boutiton, la victime, c'est un nouveau rendez-vous avec la justice. Une nouvelle épreuve pour celui qui a perdu sa femme lors du cambriolage. Ce qui est terrible pour moi, c'est que tout ceci remonte à la surface. C'est-à-dire, ça me remet dans ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est difficile pour moi, ça c'est clair. Une question est au cœur des débats et des plaidoiries. Quel a été le rôle exact de Ramazan Aklan pendant le cambriolage avec violence cette nuit de l'été 2003 à Montolin? Pour les avocats des parties civiles, peu importe si Ramazan Aklan a donné les coups mortels sur Fatiraz Bagui, s'il a blessé très grièvement également Jean-Claude Boutiton. Le simple fait d'avoir été présent, d'avoir eu une participation qualifiée de totale suffit à le condamner lourdement. À partir du moment où vous faites partie d'un groupe qui commet des méfaits, délits ou crimes, chaque élément du groupe est criminel. Sa responsabilité est équivalente. Même s'il n'a pas forcément porté la plupart des coups, même s'il n'a pas même physiquement participé aux violences, du moment qu'il était là, parce que par sa présence, il conforte le groupe. Pour la défense, il convient de minimiser le rôle de Ramazan Aklan dans cette affaire complexe avec ses 10 000 pages de dossier. Le jeune homme turc des Chartreux, 18 ans au moment des faits, ne doit être considéré que comme un renfort lors de cette opération commando qui a mal tourné. Ce que je souhaite, c'est que la cour d'assises dans son ensemble reconnaisse que M. Aklan, comme cela ressort de tous les éléments du dossier, n'a pas frappé. Il ne nie pas sa participation et son rôle, mais il n'est pas celui qui a porté des coups. Il est coupable, mais pour ces faits-là, effectivement, qui sont quand même un petit peu différents de ceux qui ont vraiment exercé des coups violents sur ces 2 victimes. Cette thèse est loin d'avoir trouvé de l'écho chez l'avocat général. Avec 2h30 de réquisitoire, il argumente sur la responsabilité criminelle de Ramazan Aklan. Il demande au juré une condamnation pour complicité de tentative de meurtre et pour vol avec violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort ou l'infirmité permanente. 16 ans de prison ferme ont été requis. Verdict attendu ce soir donc. Le 1er février prochain, vendre une maison secondaire ne sera plus forcément une bonne affaire, car si aujourd'hui les propriétaires peuvent être exonérés d'impôts sur la plus-value, au bout de 15 ans, il faudra désormais attendre 30 ans pour ne pas payer d'impôts. Cette loi a-t-elle des effets sur le marché de l'immobilier dans le Pays d'Hôte, qui compte, vous le savez, de nombreuses résidences secondaires? Audrey Allos a posé la question aux professionnels du secteur. Regardez. Vous arrivez dans cette fermette typiquement résidence secondaire en forêt d'Hôte. Ce type de maison va peut-être inonder le marché immobilier dans les mois à venir. Des résidences secondaires vendues par leurs propriétaires qui n'en ont plus l'utilité. Un marché très florissant dans le Pays d'Hôte. Le Pays d'Hôte est très attractif pour les gens de la région parisienne, entre autres, qui possèdent ou qui souhaitent acquérir une maison en résidence secondaire. Et cela représente pour la forêt d'Hôte, je pense, environ 40% de résidences secondaires.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces maisons pourraient se vendre moins cher, en raison du contexte économique, mais aussi et surtout à cause de la réforme de la taxe sur la plus-value des maisons secondaires. À l'heure actuelle, l'exonération totale de plus-value est au bout de 15 ans et à partir du 1er février 2012, l'exonération totale de plus-value sera au bout de 30 ans. Et également une augmentation de la taxation. On arrivera pratiquement à 32% de taxation de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, en fonction bien sûr de la détention du bien immobilier. Par exemple, vous avez acheté une résidence secondaire à 130 000 € il y a 15 ans. Votre bien se vend aujourd'hui 200 000 €, soit une plus-value de 70 000 €. La taxe peut s'élever au maximum à 32,5%. Vous devrez donc débourser près de 23 000 € pour les impôts. De quoi persuader les propriétaires de baisser leur prix de vente pour payer moins de taxes. On arrive à des sommes importantes et c'est ça qui fait peur à un certain nombre de propriétaires qui, avant, comme ils en étaient propriétaires depuis plus de 15 ans, ils n'étaient pas assujettis à cette taxe et ils y seront à partir du 1er février. Il ne va pas y avoir une réelle modification du marché en 2 mois, mais à terme, c'est certain que ça risque d'avoir des conséquences à la baisse sur le prix de vente. Les agents immobiliers ont déjà constaté des négociations à la baisse entre vendeurs et acquéreurs, parfois jusqu'à moins 15%. C'est le cas d'Alain Pinson, agent à Estissac. Exemple tout à fait frais, nous venons de vendre une maison donc ancienne avec un intérieur en pierre directe qui était il y a 1 an à plutôt 190 000 €. Hein. Nous l'avions à 139 000 et il a été vendu 123 000. Cette taxe pourrait aussi avoir d'autres conséquences. Les propriétaires pourraient garder leur résidence secondaire plus longtemps ou bien la louer. Faire rimer vieillir avec plaisir et désir, il faut avouer que le thème est plutôt original et rarement abordé. C'était pourtant l'objet d'une conférence ce matin dans le grand amphi de l'UTT organisée par un collectif d'associations auboises pour sa journée d'information à destination des seniors mais aussi des professionnels du secteur. Même s'il a aussi été question de plaisir des 5 sens en général, l'objectif de cette journée est bien de faire tomber les barrières et de dédramatiser le sujet. Et les précisions de Nicole Guélard, l'une des organisatrices de la journée. La substance de cette journée, c'est de dire qu'on est un être humain jusqu'au bout de la vie, que même si les performances physiques ou les sens peuvent un peu nous trahir, quoi qu'il en soit, dans notre vie, il y a toujours du désir et du plaisir. Un être humain n'est vivant que parce qu'il a du désir et que parce qu'il a du plaisir. Alors, il y a des réticences parce que c'est un peu tabou d'avoir, dans notre société, avoir une sexualité quand on est âgé. Ça pourrait être tabou, surtout si c'est une sexualité épanouie. Et en même temps, notre société, dans le cadre du jeunisme, va faire tout pour que même un senior, il est forcément en bonne santé, il est forcément en pleine forme, il est forcément beau, fort, puissant, tant intellectuellement qu'autre chose. Et à ce niveau-là, il faut aussi admettre que les choses peuvent changer, mais ce n'est pas parce que les choses changent qu'elles n'existent plus et qu'il faut s'en priver. Voilà qui est dit. Et dans l'exposition proposée actuellement par la dernière promotion de l'école de design de Troyes, il y a aussi une part de fantasme, de rêve, d'imagination débordante, pour ne pas dire parfois délirante. Une trentaine d'anciens élèves diplômés l'an dernier ont laissé leur créativité se concrétiser. On y découvre des objets du quotidien totalement revisités, mais aussi du mobilier contemporain, une exposition, mais aussi une vitrine pour ces jeunes professionnels. Reportage Annabelle Millet. Habituellement, les œuvres des élèves de l'École supérieure des arts appliqués de Troyes sont visibles à l'occasion de portes ouvertes. Mais pour la première fois, l'École supérieure de design met à l'honneur des travaux d'étudiants grâce à une exposition à Saint-Martin-Isère jusqu'au 1er décembre. C'est important de démontrer ce qu'on peut faire dans une école de design, parce que pour beaucoup de gens, le design, c'est pas toujours très concret. Et c'est important aussi de faire connaître la formation à Troyes. Donc c'est important de faire venir du public extérieur. Et puis c'est aussi important pour les étudiants de mettre en avant leurs projets, parce que c'est aussi une façon de les remercier, de les féliciter et de mettre en avant leurs compétences. Les œuvres présentées sont les projets individuels de diplôme de la promotion 2011, des étudiants en Bac+3 d'ESA. C'est le cas de Sophie et de Maxime qui ont travaillé sur un projet commun, un manifeste du survestimentarisme.
Oui, c'est important parce qu'il y a déjà l'objet du livre et puis il y a tous nos projets parce qu'en fait le livre regroupe une trentaine de projets et donc là ils sont tous présentés un par un, donc on peut vraiment voir ce qu'ils représentent, les toucher et pour nous c'était important de valoriser à la fois l'aspect recherche-produit, d'avoir le produit devant nous et à la fois le livre sur papier. Par exemple on a un projet, c'est une robe qui en fait est composée d'une dentelle en texte. Et donc en fait l'idée c'était de ne pas partir dans des motifs floraux qu'on peut voir dans les dentelles, des choses assez classiques. Tout le travail de broderie, bien que ce soit du très beau travail, nous on voulait vraiment partir sur quelque chose de différent et faire parler le vêtement, montrer que le vêtement pouvait être expressif, notamment grâce à de la typographie, grâce à des textes. Je pense donc, tu suis. Les deux étudiants ont cherché à sortir des sentiers battus et surtout ont voulu s'amuser après leurs 3 années d'école. Cette exposition leur permet, ainsi qu'à 35 autres étudiants, d'avoir désormais une carte de visite. Ça montre vraiment ce qu'est le design, vraiment ce que ça apporte à l'entreprise. Par exemple, on voit qu'il y a des projets de graphisme, des choses comme ça, qui sont essentiels dans le développement d'une entreprise et dans la manière dont elle est perçue par les gens. Et je trouve que le fait qu'on montre tous ces projets, ça montre que l'école, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui a un réel intérêt pour l'entreprise et puis ça nous permet d'être vus aussi tout simplement. L'exposition des projets de diplôme promotion 2011 met en valeur le travail étudiant mais aussi l'école. Les œuvres sont visibles à l'école supérieure de design tout le mois de novembre. Leurs créations auront-elles la pérennité de celles de Jean Pelé, dont les œuvres posthumes sont exposées en ce moment à la Maison du Boulanger? C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas, car cet artiste troyen décédé l'an dernier avait un talent aiguisé et reconnu. C'est d'ailleurs l'objet de cette exposition, rendre un hommage à la hauteur du personnage avec des tableaux prêtés par sa famille. Jean Pelé a consacré près de 60 ans de son existence à peindre le jour. Il travaillait à la Poste la nuit. Annabelle Jaillant, en charge du secteur culturel à la Maison du Boulanger, évoque cet homme peu commun au micro d'Audrey Allos. Jean Pelé, c'était un artiste qui a beaucoup compté sur la scène locale. C'était un artiste qui avait une grande gueule. C'est un artiste qui comptait beaucoup parmi tous les artistes de Troyes. C'est un artiste qui faisait partie des cercles de la société artistique. Donc c'est un artiste en fait qui a influencé beaucoup les artistes locaux. Et donc on a voulu lui rendre un hommage. Donc on a pioché dans la collection de sa famille. Donc on a choisi des œuvres qui ont marqué toute son histoire des années 70 aux années 90. Et donc ça commence avec des natures mortes des années 70, avec des paysages magnifiques de la région Champagne-Ardenne. Et puis on arrive aux années 80, on trouve les nus des années 80, les portraits des années 90. Enfin, c'est un hommage à un artiste qui a vraiment marqué la scène locale artistique de la ville. Des peintures à admirer encore pendant 10 jours jusqu'au 27 novembre à la salle Moretti, à la Maison du Boulanger à Troyes. Une expo qui s'inscrit d'ailleurs dans un projet de mise en valeur des artistes troyens tous les 2 ans. Avant de refermer ce journal, des nouvelles de la chorégraphe troyenne, championne de breakdance, dont nous vous avions parlé cette semaine. Elle a été récompensée hier soir dans l'émission de M6 Incroyable Talent, avec l'approbation unanime du jury pour sa prestation. Mais cette danseuse et son groupe de la compagnie Guet-Apens n'ont finalement pas été sélectionnés pour la suite de l'aventure. La cause, trop de groupes sélectionnés dans cette catégorie de danse. L'aventure médiatique s'arrête donc là, mais les projets continuent avec un bon coup de projecteur tout de même. C'est la fin de ce journal. La météo, c'est tout de suite après avec Sandra Durupt. Très belle soirée à vous. Demain, c'est Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.